Bienvenue dans les locaux de Gymglish. Je suis là aujourd'hui pour te faire découvrir cette entreprise que tu connais certainement. Tu as peut-être déjà testé les 15 jours offerts de leur méthode pour apprendre l'allemand ou d'autres langues aussi. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, tu peux retrouver le lien pour tester leur langue. Ils viennent d'ailleurs de sortir aussi une application pour apprendre l'italien. Donc c'est le moment de te mettre peut-être à l'italien. Mais bon, si tu vas apprendre l'allemand, tu es là au bon endroit. Tu vas pouvoir apprendre avec moi et aussi avec Gymglish. Et aujourd'hui, je te fais découvrir un petit peu cette entreprise française de l'intérieur. Je suis dans leurs locaux à Paris. On va rencontrer leur CEO, on va rencontrer d'autres personnes de l'équipe aussi et je vais te faire un peu visiter les locaux. Alors c'est parti, on y va. Donc je suis ici avec Benjamin Lévy, le fondateur de Gymglish, et nous sommes dans les bureaux de Gymglish. Donc déjà, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et donc déjà la première question, c'est comment est née cette idée de Gymglish et quand est née Gymglish déjà? Alors quand en 2004, il y a 18 ans. Ok. Et comment elle est née? Elle est née de mon associé Antoine qui a fait un voyage. On est partis tous les deux voyager chacun de notre côté le monde après notre première société. Et lui est parti au Guatemala notamment apprendre l'espagnol de A à Z. Donc il avait 6 heures de cours particuliers d'espagnol par jour. Wow. Et comme ça ne lui suffisait pas, il allait le soir au cybercafé, à l'époque il y avait des cybercafés, pour se faire un petit programme pour mieux réviser ses conjugaisons de verbes espagnols. D'accord. Et en fait c'était le début, enfin c'était pas complètement le début, mais c'était le début quand même de l'intelligence artificielle, en tout cas d'un usage répandu, plus répandu de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on en a partout. Et lui, il a eu très tôt cette idée de s'inspirer de la façon qu'avait son professeur. Donc il avait des cours particuliers, donc il s'inspirait de la façon qu'avait son professeur de s'adapter très naturellement à son élève, à ses élèves, à s'attarder sur les points de lacune. Donc il s'inspirait de cette capacité très naturelle du professeur en chair et en os de personnaliser la pédagogie pour construire un petit programme qui allait lui aussi personnaliser les choses à apprendre et à revoir. Donc concrètement, au lieu par exemple de réviser tous les verbes et tous les temps de la conjugaison espagnole de façon un peu linéaire, il a rendu son programme intelligent et du coup le programme s'attardait sur des points détectés de lacunes pour les consolider, pour les revoir avant peut-être d'aborder d'autres temps, d'autres verbes. Donc l'idée d'apprendre des choses pertinentes et d'apprendre des choses dont on a besoin plutôt que de juste apprendre des choses qu'il faut. L'idée en tout cas qu'on a tous un passé différent vis-à-vis de la langue à apprendre, qu'on a des points de force et de faiblesse qui nous sont propres. Et l'idée aussi qu'on oublie tout simplement, c'est-à-dire qu'on a beau apprendre quelque chose aujourd'hui, on va l'oublier demain ou après-demain. Donc cette idée de personnaliser et de revenir en arrière, de privilégier de façon délibérée un retour en arrière pour consolider un acquis avant peut-être d'en aborder un autre pour à la fin être capable de produire, c'est-à-dire de communiquer. C'est bien le but quand on apprend une langue. C'est le but et puis essayer d'aller de proposer quelque chose contre la problématique d'oubli, de bachotage, j'ai envie de dire. En fait, on a appris plein de choses pendant nos études pour un jour J de l'examen, mais ces choses-là, on les a souvent apprises très vite. Et puis le lendemain ou le surlendemain de l'examen, on les avait souvent déjà perdues. Donc derrière cette idée, il y a cette idée de bien sûr apprendre, mais d'être capable de produire ce qu'on apprend, d'utiliser ce qu'on apprend en situation réelle, en situation de communication. Et donc voilà comment est née l'idée. Alors bien sûr, au début, on a travaillé sur l'anglais, pas sur l'espagnol, parce que c'était le gros du marché des langues, c'est toujours le gros du marché des langues. Mais c'est ça qui a été l'étincelle. Et puis voilà, après on s'est rendu compte que cette idée de personnalisation pédagogique, qu'on appelle aujourd'hui l'adaptive learning, l'apprentissage adaptatif, ne se suffisait pas à elle seule, il fallait aller plus loin parce que on s'est rendu compte que la grosse problématique à l'époque et toujours aujourd'hui en matière d'auto-apprentissage, self-learning comme ils disent en anglais, c'est une problématique non pas de manque de ressources. Il y a 18 ans et a fortiori aujourd'hui on a la chance de
pouvoir trouver plein de ressources pédagogiques pour apprendre les langues et d'autres choses. En ligne, avec l'arrivée des smartphones, ça a été encore... on a eu une profusion encore accrue de ressources pédagogiques. Mais pour autant, la grosse problématique de ce segment de l'auto-apprentissage, et même de l'apprentissage en général, c'est le manque d'assiduité. Et en amont, souvent le manque de motivation. C'est pas parce que j'ai une app gratuite qui me propose tout un tas de ressources pédagogiques pour apprendre l'allemand que je vais apprendre l'allemand et que je vais me souvenir de ce que j'ai appris. Bien sûr. Oui, ça c'est une des clés sur lesquelles on travaille aussi évidemment, le pourquoi est-ce que je veux le faire, et si la motivation n'est pas là ou qu'elle n'est pas assez forte, on abandonne très vite. Et j'aime beaucoup l'idée de la mémorisation parce que souvent on a cette idée de croire que parce qu'on a appris un jour un mot de vocabulaire que forcément on va s'en souvenir à vie. Et c'est totalement faux en fait, on a besoin de revenir régulièrement sur des acquis. Et donc là, le programme de Gimglish permet ça en fait, de cette répétition régulière. Exactement, alors on s'est inspiré d'études scientifiques sur les sciences cognitives qui ont modélisé l'impact de la récurrence et ce qu'on appelle le mémotechnique, c'est-à-dire l'association d'une information à un contexte, l'impact de ces deux choses sur la mémorisation. Et du coup, enfin Antoine surtout, a mis dans son moteur d'intelligence artificielle des modèles d'intervalles de temps de révision bien choisis qu'on va programmer pour revenir sur un point déjà abordé, le soumettre à un test, s'assurer que l'utilisateur s'en souvient encore, auquel cas on va repartir sur un intervalle de révision plus important, on va le réviser encore mais plus loin. Et à l'inverse, si la personne ne s'en rappelle pas, on va reprogrammer plus tôt une révision pour vraiment être sur l'ancrage des acquis, la consolidation des acquis. Le système SRS, là, le Repetition System, non, Spaced Repetition System. Tout à fait. Ouais. Ou Space Learning, il a différentes niveaux. Et du coup, c'est parti sur l'anglais, ensuite vous avez fait de l'espagnol. Il y a combien de langues aujourd'hui que vous proposez? Aujourd'hui, on a 5 langues. On a commencé avec l'anglais, puis on a fait le français langue étrangère, puis l'espagnol et l'allemand. D'accord. Et le dernier né, c'est l'italien qui est sorti en janvier cette année. D'accord. Donc l'allemand, on connaît bien, hein, beaucoup d'utilisateurs, d'auditeurs de ma chaîne qui sont abonnés au moins à un test et puis plusieurs ont essayé après. Et c'est vrai qu'on apprécie les petites leçons. Et donc en fait, finalement, chaque personne qui suit une leçon, enfin les leçons ne sont pas les mêmes pour tout le monde au final. Les exercices ne vont pas être forcément les mêmes, c'est ça, puisqu'elles s'adaptent. Tout à fait. Il y a une adaptation d'une part très pédagogique qui va aller, on va poser des questions, donc on va détecter des lacunes, on va aussi détecter des attentes parce que l'utilisateur va nous dire que tel ou tel mot de vocabulaire ou telle expression il voudrait la revoir. Donc ça c'est un premier vecteur de personnalisation, la pédagogie elle-même, donc le vocabulaire, la grammaire où on détecte des faiblesses, on revient dessus. Et puis il y a un autre vecteur de personnalisation qui est plus thématique, situationnel, où là l'utilisateur va nous dire moi j'aimerais bien faire de l'anglais des finances, ou j'aimerais bien faire de l'allemand du voyage, ou revoir des situations de vie quotidienne comme parler à son banquier, à son voisin, aller à la boulangerie, que sais-je. Donc on va avoir ces deux critères qui vont influer sur la personnalisation. On va à la fois personnaliser des exercices et des leçons très pédagogiques et des histoires, puisqu'on va tout mettre sous forme d'histoire, de petits scénarios avec des personnages, pour essayer, c'est là l'importance du contexte, sortir sortir d'un apprentissage trop théorique et aller d'abord sur le contexte. Le contexte, c'est comme quand on est en immersion, pour raconter des histoires, faire en sorte que ces histoires soient les plus riches possibles, indépendamment justement de leurs ingrédients pédagogiques. C'est-à-dire que ce soit des histoires rigolotes, on essaie de mettre de l'humour et beaucoup de profondeur culturelle, pour là aussi favoriser la mémorisation et la compréhension, plutôt que d'aborder la langue sous un angle trop théorique, ce qui était un peu le cas pour moi à l'école. Je trouvais qu'on avait beaucoup de théorie. Je pense que tu n'es pas le seul. Voilà. Donc c'est vraiment une imbrication de briques techno, où on va faire de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage adaptatif, du space learning, de la révision. Donc ça c'est très technique, en tout cas de notre côté, pas du côté utilisateur. On va concocter 10 minutes de cocktail personnalisé pour chaque utilisateur. Et puis il y a une brique très contenue où on va essayer d'aller au-delà d'un contenu pédagogiquement irréprochable, comme beaucoup de nos confrères le font. Mais on va essayer d'aller au-delà de cet objectif d'illustrer un point de grammaire. On va vraiment vouloir raconter une histoire, qu'elle soit la plus sympathique possible, la plus riche,
profondément ancré culturellement dans la région de la langue enseignée, parce qu'une langue, c'est finalement, d'après nous, plus qu'une somme de points pédagogiques, c'est un sous-segment de la culture. Et du coup, on va imbriquer ces deux briques, enfin, on va intégrer ces deux briques techno et contenu pour faire 10 minutes de contenu personnalisé pour chaque utilisateur. 10 minutes qui sont différentes d'une personne à l'autre, mais 10 minutes qui sont aussi différentes pour la même personne selon qu'on parle de la leçon de ce matin ou de la leçon de dans un mois si cette personne prend un mois de vacances. Parce qu'un mois de vacances, c'est un mois où on oublie et du coup on va refaçonner un cocktail de contenu pour revenir en arrière, consolider, mémoriser. Du coup, ça demande quand même beaucoup de personnel. Là, vous êtes combien actuellement dans l'équipe pour gérer toutes ces créations de contenu, tout ce côté technique aussi On est une cinquantaine, avec effectivement une grosse équipe content, contenu, une grosse équipe technique également. Et effectivement, on lèche tous nos ingrédients, qu'ils soient techniques ou contenus. Et concrètement, par exemple, pour concevoir un cours d'anglais et passer au cours de français, on n'a pas, comme l'ont fait beaucoup de confrères, cloné la pédagogie et les contenus en disant bah, voilà comment on dit pomme en anglais, on va vous apprendre à dire pomme en français. On a recréé un univers, un narratif culturellement bien ancré dans la région de la langue enseignée. Et du coup, effectivement, c'est du boulot. Oui, bah, c'est super. En tout cas, vous avez des très beaux logos là. Je pense que c'est un plaisir aussi de travailler là. Et alors, j'avais une petite question qui est peut-être un peu osée, peut-être, je sais pas. Mais quelle est la vision dans 5-10 ans Gimglish, dans 5-10 ans, ça ressemble à quoi? Alors, on a plusieurs axes d'innovation. Déjà, on aimerait enseigner de nouvelles langues. Là, on a les 5 langues parmi les plus enseignées en Europe et dans le monde, mais on entend continuer. Mais aussi, on travaille beaucoup sur une meilleure intégration du professeur dans la bourse. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans, beaucoup de gens du milieu académique, les professeurs voyaient d'un mauvais œil l'arrivée du e-learning, comme on l'appelait, de l'éducation digitale. Et bon, plus récemment, ça a changé, notamment ça a été accéléré avec la crise du Covid. Mais aujourd'hui, nous on a toujours pensé que le prof avait continué d'avoir un rôle essentiel à jouer. L'éducation numérique ne remplacera pas le professeur d'après nous. Et du coup, nous travaillons sur des modes opératoires qui permettent de mieux exercer de synergie, d'exercer plus de synergie entre tout ce qu'on peut faire en auto-apprentissage tout seul et tout ce qu'on peut faire avec le prof, sachant que l'heure de cours qu'on a avec le prof, qu'il soit en ligne ou physiquement présent, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Avec un prof, on peut tout faire, on peut dialoguer, on peut digresser, on peut rigoler, on peut aller dans l'anecdote culturelle, on peut faire plein de choses. C'est cette heure de cours qu'on a avec le prof, c'est la plus précieuse. Et nous, de notre côté, en auto-apprentissage, et grâce à notre technologie d'apprentissage adaptatif qui est fondée sur un système d'évaluation continue de l'apprenant, on est capable de donner beaucoup de billes au professeur pour personnaliser son cours, pour lui faire gagner du temps et pour en fait l'amener à se concentrer sur ce sur quoi il est le plus précieux, l'échange, le dialogue, le fait de creuser un point pédagogique ou de creuser un aspect situationnel ou culturel. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et je pense que le secteur en général travaille beaucoup à ce nouveau rôle qu'a et qu'aura le professeur dans ce monde où on a énormément de ressources et de matériel disponible pour faire des choses tout seul. Super, merci beaucoup pour cette interview, ces échanges. C'est chouette de découvrir aussi un peu l'autre côté de Gimglish, donc merci beaucoup. Merci à toi et sois la bienvenue quand tu veux. C'est gentil. Je suis maintenant avec Thomas Pernaut qui travaille pour Gimglish. Merci aussi de nous accorder ce temps. Bonjour Jeanne, avec plaisir. Alors tu travailles depuis combien de temps toi pour Gimglish? Alors maintenant ça va faire 3 ans et demi. D'accord. Je suis arrivé chez Gimglish, je venais juste de terminer mes études. Et vu qu'effectivement pendant mes études j'ai pu partir aux États-Unis, au Canada,
apprendre l'anglais, j'avais envie de rejoindre une entreprise à dimension internationale, Ouais. mais aussi dans ce qui m'avait permis de m'ouvrir un peu au monde là-bas, c'était effectivement dans l'apprentissage. Et donc du coup, je suis arrivé chez Jinglish en tant que business développeur. D'accord. Et maintenant, du coup, je dirige une petite équipe commerciale qui s'occupe notamment des partenariats et du partenariat avec Apprendre Naturellement. Exactement, et donc vous avez certainement été nombreux à profiter déjà des semaines d'essai ou du mois d'essai qu'on a pu avoir. Donc merci aussi pour ce partenariat, c'est vraiment chouette de pouvoir, je trouve que ça se complète bien entre ce que nous on peut faire avec Apprendre Naturellement et ce que vous vous proposez, donc c'est chouette Avec grand de plaisir. pouvoir travailler ensemble. Et donc du coup, toi c'était comment est-ce que tu as appris l'anglais? C'est ça qui t'a un peu motivé à revenir là Exactement. Alors du coup, moi j'ai habité souvent dans des petites villes. J'habitais avant de partir aux États-Unis à Cherbourg, Ouais. en Normandie. Donc du coup, effectivement, une petite ville, pas forcément une appétence pour les langues à la base, Ouais. mais c'est vrai que quand voilà, je suis parti, j'ai appris sur le tard. Je me suis rendu compte que mon horizon professionnel et personnel avait beaucoup augmenté, et donc du coup, je me suis dit c'est vrai que c'est quand même quelque chose de chouette, et j'ai envie de voilà que mon travail reflète un petit peu ce que moi j'avais ressenti à ce moment-là. Et donc du coup, les langues, et notamment Jinglish, ça s'était un peu porté comme une évidence. Et alors pour toi, c'est quoi les piliers justement de Jinglish et de ce qui fait la force de cette pédagogie? C'est le fun. Moi j'aime être là, j'aime être dans les bureaux, parce qu'il y a toujours un côté où on va rigoler, et on le retrouve aussi dans nos cours. Ouais. Ça c'est très chouette. La confiance aussi, moi j'ai toujours aimé, on m'a toujours fait confiance ici. L'autonomie, moi je suis quelqu'un de très autonome, et ça se ressent aussi dans les cours. On travaille énormément sur la motivation, et donc du coup on est tous aussi autonomes, on fait nos petites leçons, on va dire, chaque jour, et au final c'est des valeurs qu'on retrouve dans la société et dans nos cours. Donc voilà, c'était un petit peu aussi écrit. Donc, Ouais, super. Et du coup, aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs à peu près qui utilisent Alors, Jinglish? depuis le début de Jinglish, on a récemment dépassé la barre des 6 millions d'utilisateurs. Wow, c'est énorme. Donc on en est assez fiers, et ça va de plus en plus vite, c'est ça qui est assez rigolo. Et en tant que Donc, client... toutes langues confondues, c'est Exactement, ça parce que, exactement. on a vu tout à l'heure les différentes langues. Donc nous en parler, on est très souvent, enfin, on est très longtemps resté en fait sur Jinglish et Fantastic, qui étaient nos deux produits phares. Et effectivement, depuis, moi quand je suis arrivé, on a lancé d'autres produits, donc l'allemand, l'espagnol et maintenant aussi l'italien. Super. Et quels sont un peu les retours des utilisateurs? Vous avez un feedback un peu des gens qui... Alors, on en a. C'est pas vraiment moi qui gère, on va dire, c'est plus l'équipe support qui va, eux, effectivement prendre les demandes. On demande souvent aux gens s'ils ont aimé la leçon, s'ils ont aimé l'humour. Là, les 5/6e du temps, c'est on adore. On a des clients qui nous envoient des bouteilles de champagne pour nous dire merci, ou pour nous dire ça fait... Bonne idée, ça retenait sur le... on en serait ravis. Mais oui, effectivement, on a plein de clients qui sont là depuis très longtemps aussi, depuis 10 ans, et on a le droit, effectivement, à un petit message de temps en temps. Donc plutôt très positif, et après forcément il y a aussi les gens qui sont un peu moins contents, mais ça c'est dans toutes les entreprises, oui, sur toutes les plateformes. Et donc du coup aujourd'hui il y a tout ce travail d'équipe, il y a des projets actuellement particuliers que tu mènes pour Jinglish ou... Alors effectivement, ouais, il y a des projets. Nous on est vraiment sur le lancement des cours d'italien en ce moment. Donc vu que je chapeaute un petit peu l'équipe, effectivement on est plus sur ce côté-là en ce moment. Mais effectivement, on réfléchit potentiellement à des nouvelles langues qui vont être lancées dans les années futures. Donc ça, bon, je ne peux pas trop en parler encore, c'est un petit secret. Mais bon, c'est une langue européenne déjà. Ouais, donc nous, on se focalise vraiment là-dessus parce qu'on y croit beaucoup, et parce que les Européens sont majoritairement en faveur d'apprendre une nouvelle langue. Donc on se concentre sur ce marché-là, et donc sur les langues qui y sont parlées. D'accord, super. Merci beaucoup pour cet échange, et puis bon vent à Jinglish avec tous ces projets aussi. Merci beaucoup.